C'est un processus continu, il y a plein de réformes. C'est vrai que aussi le code civil doit être modernisé, le code pénal doit être modernisé, tout ça c'est en cours et on espère aussi pouvoir avancer dans les 5 prochaines années là-dessus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Elisabeth Margue, qui est entre autres ministre de la Justice. Bienvenue. Bonjour. Il faut savoir qu'Elisabeth avait un arrière-grand-père qui était ministre, en l'occurrence de l'Éducation et de l'Agriculture avant la guerre et après la guerre. Et fun fact, il a non seulement été membre de la European Coal and Steel Commission, qui est l'ancêtre de la Commission européenne ou de la Communauté européenne, mais j'ai aussi trouvé qu'il était représentant luxembourgeois du Action Committee for the United States of Europe. Ça nous ramène dans les années 50. Alors, première question, Elisabeth. Quelles sont vos priorités pour ces premiers mois de votre mandat de ministre de la Justice? Donc, je pense qu'une priorité très importante pour le ministre de la Justice, c'est la digitalisation. Ça comporte différents volets, que ce soit l'échange de documents, la jurisprudence en ligne, une plateforme où peuvent s'échanger les avocats et les magistrats, parce qu'on constate dans les faits qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore vraiment sur papier. Donc, les avocats se déplacent au tribunal pour déposer des documents. Les jugements sont rendus aussi, entre-temps envoyés par email aussi, mais sont aussi imprimés. Ils ne sont pas toujours accessibles en ligne. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on veut travailler. On a déjà commencé avec un projet Paperless Justice qui est pour mettre en place aussi certaines procédures numériques où tout se passe en numérique. Mais on est en train de voir un peu, d'évaluer un peu ces projets et de voir comment on peut move on. Et ça se passe vraiment au niveau d'appel d'offres où on va chercher les meilleures technologies ou c'est développé en interne par les services concernés? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de technologies qui sont là parce qu'on constate que tous les ministères et toutes les administrations, ils ont un peu les mêmes soucis. Donc l'idée, c'est déjà de voir avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut avancer. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres priorités pour les 5 années à venir? L'efficacité de la justice, évidemment. Aussi, l'efficacité, elle comporte différents volets. Il y a les procédures, parce qu'on constate que souvent, on met beaucoup de temps entre le moment où on dépose une plainte ou une assignation et la décision de justice en fin de compte, la décision finale, même il y a plusieurs instances en général. Et donc là, l'idée, c'est de revoir aussi un peu toutes les procédures et voir où est-ce qu'on peut peut-être accélérer les choses, simplifier les choses aussi, voir si on a toujours besoin de 3 juges, par exemple, pour certaines décisions. Est-ce qu'on ne peut pas aussi un peu le faciliter? L'idée, c'est justement aussi de faciliter le recrutement parce que c'est lié aussi, que les retards sont aussi liés au fait qu'il n'y a pas assez de magistrats pour traiter les dossiers. Donc là aussi, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut le faire pour rendre le métier un peu plus intéressant pour les magistrats. Et le problème se pose en fait parce qu'en ce moment, c'est surtout, il y a 2 voies de recrutement. Une voie sur examen en tout début de carrière et une voie sur dossier au bout de 5 ans, mais il faut alors avoir fait un stage judiciaire de 5 ans. Donc, le nombre de juristes qui peuvent être intéressés à ce recrutement est quand même relativement limité. Donc, en ce moment, on est en train de mener des réflexions pour voir si on ne peut pas agrandir le pool de tous ceux qui peuvent éventuellement entrer dans la magistrature. Oui, il y a un sujet qu'on a évoqué dans une conversation avec une entreprise américaine, c'est que le système judiciaire est tellement petit, il y a aussi toujours un peu la peur pour des grandes sociétés internationales qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts, que le juge connaisse l'avocat. Comment est-ce qu'on peut passer un peu à l'étape supérieure en évitant tout type de conflit d'intérêts dans le système judiciaire? Je pense que la magistrature, ils sont neutres et impartials. Ça, c'est un des grands principes de la magistrature et je pense que c'est aussi respecté en pratique. Après, c'est vrai que les juges ne siègent pas dans des dossiers où ils ont des intérêts. Surtout, on a depuis aussi l'année dernière le Conseil national de magistrature qui a aussi un certain rôle. Donc,
pour consacrer l'indépendance de la justice, c'était un grand pas et qui prend aussi les décisions de nomination. Et s'il y a des plaintes, il les traite aussi. Très bien. Si on regarde un petit peu, encore une fois, dans les 48 ou un peu plus mois que vous avez de votre mandat, quels sont les risques et les opportunités que vous identifiez aujourd'hui? Je pense le risque est évidemment que la justice ne soit pas efficace. Donc, si on veut que la confiance dans l'état de droit elle soit là, il faut évidemment faire des réformes en continu pour justement améliorer l'efficacité de la justice avec notamment les priorités que je viens de mentionner. Donc ça, c'est clairement un risque. Après, il y a aussi une opportunité pour moi que je vois dans l'évolution de la législation, parce que le ministre de la Justice est en charge de plein de législations, de projets de loi, que ce soit sur le droit des sociétés, que ce soit sur la filiation, l'adoption. Donc c'est très, très, très vaste. Et il faut qu'on se dote d'une législation moderne. Dans ce sens, aussi, ça peut aussi être un élément de compétitivité. Si on parle par exemple du droit des sociétés, faire en sorte qu'avec des mécanismes qui sont instaurés en droit des sociétés, on puisse aussi attirer des entreprises. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, rien que le fait de créer une législation moderne. Et de quand date la dernière grande réforme au ministère de la Justice? L'année dernière, vu que c'était fin de législature, il y a effectivement beaucoup de projets de loi qui ont encore été votés, notamment la loi sur les ASPL et les fondations. Donc, il y a mais c'est un processus continu, il y a plein de réformes. C'est vrai que aussi le code civil doit être modernisé, le code pénal doit être modernisé, tout ça c'est en cours. Et on espère aussi pouvoir avancer dans les 5 prochaines années là-dessus. Oui, c'est un peu l'impression que je pense tous les citoyens et les résidents peuvent avoir, c'est qu'après 30 années d'une énorme croissance, le Luxembourg a besoin un peu d'un grand upgrade. Mais pour le nouveau gouvernement, ce qui est un petit peu difficile, c'est où est-ce qu'on commence et quels sont aujourd'hui les projets? Alors on entend beaucoup évidemment de l'immobilier qui a demandé beaucoup d'aide, mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire dans quel sens vous allez commencer pour que les citoyens voient directement un début de résultat? On a déjà fait quelque chose, c'est au niveau du pouvoir d'achat, justement par une réforme de la tabelle. On a en fait pris compte des index dans la tabelle des impôts. Donc ça, c'est déjà un premier pas qui, malheureusement, n'est pas encore trop connu, mais je pense que les gens l'ont quand même vu sur leur salaire là, pour le mois de janvier. Après, ça, c'était vraiment une des priorités. Le pouvoir d'achat, aussi la lutte contre la pauvreté, évidemment. L'immobilier aussi, en quelque sorte, il est lié parce qu'on constate que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent... ils ont du mal à s'en sortir parce qu'ils ont beaucoup de coûts pour se loger. Donc, le logement, et je pense que ce sera la prochaine étape sur laquelle on va avancer très bientôt. Donc, ça, je pense que c'est la prochaine étape. Après, voilà, chaque ministre, il fait un peu son boulot. Il a ses priorités qui sont bien sûr inscrites dans l'accord de coalition. Mais l'idée, c'est de mettre tout ça en forme pour vraiment avoir un Luxembourg où les gens ils aiment bien vivre et un Luxembourg qui est compétitif aussi pour les entreprises. Oui, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont l'accord de coalition sur leur desktop, les 209 pages. Alors c'est vrai que quand on se passionne un peu pour ça, il y a d'excellentes idées, mais elles sont mélangées avec beaucoup d'idées. Donc comment est-ce que vous allez permettre en fait aux citoyens et aux résidents de mesurer les progrès, on parle en anglais de accountability. Quels sont un peu les outils qui permettront à tout le monde de voir les progrès tangibles effectués par le gouvernement? Je pense, vu que c'est très précis, il y a plein de projets qui sont mentionnés. Vous pourrez voir dans 5 ans si les projets ils ont été votés ou pas. Donc, je pense que ça, c'est peut-être l'avantage du détail, qu'on puisse après vraiment faire une checklist et voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Après, par exemple, en justice, on a aussi tout un travail avec la Commission européenne qui surveille un peu ce que les États membres sont en train de faire. Ils ont un rapport sur l'état de droit qui vient d'être présenté aussi la semaine dernière à la Chambre des députés, où il y a plein de projets qui sont analysés et il y a aussi des recommandations qui sont faites. On a aussi le EU Scoreboard où il y a vraiment des statistiques
par pays, combien de temps durent les procédures, les procédures sont-elles digitalisées et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même des outils aussi qui nous permettent un peu de faire après un bilan à la fin dans les 5 ans. C'est ça, donc l'Europe finalement a aussi son propre agenda et chaque ministre de chaque pays se doit un peu de tenir cet agenda, c'est ça? Bah oui, l'idée c'est que chacun doit avancer dans ses dossiers, mais après tout est discuté au Conseil de gouvernement, donc on n'est quand même jamais seul, on prend les décisions ensemble. Et peut-être pour conclure, là on est vraiment dans les mois les plus importants parce que ce sont les mois qui vont donner l'impulsion à ce nouveau gouvernement. On a vu effectivement des actions tangibles en décembre sur la sécurité avec ce règlement pour réguler un peu la mendicité. On a vu effectivement l'ajustement au niveau des tranches à partir du 1er janvier. Dans un an, si tout se passe très très bien et que le pays est derrière le gouvernement pour faire cet upgrade, qu'est-ce que vous aimeriez voir déjà réalisé sur les 12 prochains mois de votre mandat? Effectivement, une amélioration du pouvoir d'achat pour le gouvernement. Pour ce qui me concerne, moi, il y a une réforme sur laquelle j'aimerais vraiment avancer, c'est celle de la protection de la jeunesse, parce qu'on a un cadre de 1992 qui n'est plus très adapté et ça fait un long débat et c'est quelque chose que je voudrais vraiment mener à bien dans les prochaines années pour vraiment faire en sorte d'avoir un droit pénal pour les mineurs avec des garanties spécifiques aussi et tenant compte aussi des particularités des mineurs. Donc ça, c'est vraiment un projet que je souhaiterais mener à bien cette année. Très bien. Et peut-être un dernier mot, vous êtes aussi en charge des médias. Oui. On se souvient que Xavier Bettel, qui avait ce portefeuille, avait fait une réforme du financement des médias. Est-ce que c'est un chantier important pour vous aujourd'hui de continuer à faire évoluer, on pourrait dire, la liberté d'expression au Luxembourg? Évidemment, c'est clair que la liberté d'expression est un des piliers de notre État de droit. C'est vrai que cette réforme a été faite et au moment où la réforme a été votée, il avait aussi été prévu de faire un bilan dans les 2 ans et on est en train le bilan a été fait et maintenant on va le présenter à la Chambre des députés et on va voir quelles adaptations seront nécessaires. Alors voilà, peut-être un petit point là-dessus, on se souvient que évidemment, comme toutes les réformes traditionnelles au Luxembourg, les gens ont demandé de l'argent et ils en ont obtenu. Ce qu'on n'a pas bien vu, c'est les obligations. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des players qui prennent parfois plus d'1 million d'euros, 2 millions d'aides. Mais est-ce qu'on va mettre aussi en face de cet argent des obligations pour la presse? Notamment, on sait que si un journaliste sort un scoop, aujourd'hui il y a toujours un grand risque qu'il soit convoqué par son chef en disant « écoute, calme-toi, tu vas faire trop de bruit ». Est-ce qu'on est capable de contraindre un chef d'un journal de ne plus exercer de pression sur son journaliste en échange de l'argent public qu'il reçoit? Je pense que la protection des journalistes est aussi un des points mentionnés à l'accord de coalition. Il y a des travaux aussi qui sont en route au niveau du Conseil de l'Europe. Donc, c'est quelque chose qu'on va certainement aussi mettre en avant. L'idée, c'est de travailler vraiment en étroite concertation avec le Conseil de presse, qui a aussi son code de déontologie, etc. Donc, je pense que si on travaille ensemble, on pourra faire de bonnes choses. Parfait. Je peux juste vous assurer que tout le pays est derrière votre gouvernement. Je pense que tout le monde a compris qu'on est à la croisée des chemins du Luxembourg et que finalement aujourd'hui on n'a pas le choix. Il faut faire évoluer le pays pour relever les défis internationaux qu'on observe tous les jours dans les médias. Merci beaucoup Elisabeth Marc pour cette interview. Merci beaucoup.